Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Free Agent. Et oui, la saison, la post-season bat son plein, mais aujourd'hui on va faire un step back, comme notre ancien nom. On va faire un petit pas de recul avec Chris exceptionnellement, puisque mon go-to guy Axel n'est pas là. Salut Chris, comment ça va ? Salut Yannick, salut à tous, salut à toutes. Ravi de vous retrouver pour un énième podcast. On ne vous lâche pas depuis 2-3 semaines. Là, on est là, on continue. On vous abreuve de contenu. On espère que celui-là vous plaira tout autant que les autres. Et oui, tout à fait. On a enfin les trophées de la saison et on s'est posé la question si la vieille garde, les vieux, entre guillemets, ceux qui ont fait les beaux jours, ceux qu'on a connus au tout début, ils étaient rookies, nous on était jeunes, on avait des cheveux, enfin surtout moi d'ailleurs, mais voilà, est-ce qu'ils sont en train de passer la main ? Donc, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire les recommandations d'usage. Donc déjà, merci de nous suivre donc, sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, enfin X, j'arriverai jamais à m'y faire, X, Facebook, TikTok, également YouTube et Twitch. Twitch où Charles, de temps en temps, de moins en moins souvent, fait des apéros, je sais pas, mais en tout cas, fait des lives le midi pendant ta pause déj. Et également le Discord communautaire où vous pouvez venir avec nous discuter en direct sur le Discord en toute bienséance. Également nous suivre sur toutes les applis de plateforme, toutes les plateformes d'écoute de nos podcasts, Spotify, Deezer, qu'est-ce qu'il y a, Apple Podcast, Google Podcast. Et c'est avec grand plaisir que vous allez nous mettre 5 étoiles. Et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous, parce que vous êtes de plus en plus nombreux dans la communauté TFA et on vous en remercie. On est en train de battre des records sur l'émission spéciale football américain et on est en off-season. Donc merci à vous, merci de venir nous écouter. Et enfin, il y a l'appli pour venir nous suivre les articles. Toi, notamment Chris, tu en écris quelques-uns. Qui c'est qu'il y a d'autres ? Il y a Tom qui en écrit pas mal. Il y a Charles aussi qui est là évidemment pour faire de la production. On est quelques-uns à tourner sur la NBA. Et après, il y a évidemment les auteurs sur les autres sports, la NFL, la NHL et la MLB. Donc en tout cas, on essaye de produire du contenu quotidien, régulier et qualitatif. Exactement, et qui est plus que qualitatif. Donc allez-y, téléchargez l'appli, allez voir le site, et c'est toujours un régal de lire tous les articles. Et surtout qu'en ce moment, avec les playoffs NBA, NHL, la saison MLB, il y a de quoi faire. Tout à fait. Allez, c'est parti. On va partir tout de suite sur le thème. Qui va nous animer pendant, allez, on va dire 40 minutes. On va essayer de tenir le timing cette fois. Vous avez entendu, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Yannick qui a dit 40 minutes. Oui, bon, on va dépasser comme d'habitude. On sait. Pour toi, Chris, oui. Tu as commencé à regarder dans les années 2000 de mémoire ? Oui, grosso modo, il y avait un petit recul au début 90, mais j'étais un peu jeune, moi je suis de 88, alors du coup, je sais, c'est pour ça. J'étais un peu jeune en 90, mais 2002, à partir, mais deuxième partie des années 2000, Ouais, et donc, ceux qui étaient tout jeunes à l'époque, qui avaient même pas de barbe, ça se faisait pas. Il commence à partir et à décliner petit à petit, et on l'a vu aujourd'hui sur les résultats des votes du MVP, les LeBron, les Kawhi, les Steph, les KD, ils sont même plus dans le débat du MVP. Pour toi, est-ce que cette génération a déjà passé la main ? Alors, on va pas être aussi catégorique parce que sinon, là, le podcast, il va pas durer 40 minutes, mais il va durer 4 minutes 45, donc non. Mais on voit que le déclin est en route. On voit que l'évolution naturelle des choses font que ces gens-là vieillissent et que du coup, ils sont sur une phase de progression qui est moindre, voire du déclin, pour reprendre le terme que j'utilisais il y a quelques instants. Et en face, et c'est ça la force de la NBA,
c'est qu'il y a toujours ce renouveau, en fait. Il n'y a pas de trou d'air comme peut-être dans d'autres sports ou dans d'autres ligues. Tu vas avoir ces joueurs-là, tu en as parlé, on va en reparler, où voilà, tu les as suivis. Moi particulièrement, des mecs comme Kevin Durant, j'ai suivi toute leur carrière. LeBron James, pas tout, mais quasiment tout. Steph Curry, on n'en parle même pas. Et c'est vrai que tu te dis, voilà, eux, ils vont bientôt rendre les clés du camion, mais c'est vrai que ce qui arrive derrière klaxonne très très fort et eux aussi veulent leur part du gâteau. Donc, il y a quand même ce côté intéressant de, voilà, ceux que tu as suivis pendant 10-15 ans, ils vont bientôt arrêter, ou en tout cas, ça semble être plus compliqué pour eux, mais tu as quand même toujours cette régénération qui te donne envie de poursuivre. Ouais, complètement. Je suis assez d'accord avec ça. Donc, la NBA, il y a tout, ça feuilletonne à mort, pour reprendre une expression. Oui. C'est-à-dire que tous les ans, il y a une vérité avec des joueurs qui sont mis en avant par la NBA, Oui. des joueurs qui sont mis en avant par leur qualité aussi, et il y en a qui sont encore mis en avant. On parle quand même de joueurs qui ont quand même marqué leur époque. LeBron, est-ce qu'il y a besoin de le présenter? KD qui a été MVP des finales, qui a gagné combien? 2 titres. MVP de saison régulière aussi, avec sa mère, la réelle MVP, tu vois, the real MVP. Ouais, exactement. Steph Curry, 2 titres de MVP, MVP des finales, mais là, il y a moins de temps. Et Kawhi qui a été MVP des finales 2 fois, notamment avec Toronto, et qui était un titre quand même assez iconique, puisqu'il a fait, c'était un one hit wonder. Ces joueurs aussi, il y a une caractéristique, et je ne sais pas si c'est quelque chose dont on peut parler, mais c'est aussi la dernière génération de MVP américains. Depuis, c'est plus des MVP américains, en fait. C'est intéressant de prendre cet aspect-là et cet angle-là, parce qu'en effet, on voit que depuis, je crois que ça fait 5 ou 6 ans maintenant que le MVP ne vient pas des États-Unis d'Amérique. Et ça montre aussi cet effet bascule. On en a parlé dans de précédents épisodes, ou même quand on faisait nos épisodes d'été un peu plus historiques, cette internationalisation du basket en général, de la NBA en particulier. On se rappelle à l'époque où tu avais quelques Européens qui rentraient, et c'était encore déjà un exploit. On a avancé, et aujourd'hui, quand tu regardes Victor Wembanyama l'année dernière, numéro 1 de draft, de ce que je crois savoir, voilà, c'est ça. Il est bleu-blanc-rouge sur son drapeau, mais c'est pas le drapeau des États-Unis d'Amérique, tu vois. Ouais. Et on peut en citer plein. Et en fait, cette internationalisation et cette européanisation, quand même, en particulier, on va pas se cacher, va dans le sens d'une homogénéité plus forte dans la ligue. Et c'est vrai qu'on a l'impression, après il faut creuser, c'est pas non plus un argument massu définitif, mais on a l'impression que l'Europe et le monde rattrapent un peu et va plus vite en termes de tout, en fait, et que les Américains, je vais pas dire qu'ils restent sur leurs acquis, mais regarde, quand on regarde les trophées, quand on regarde les performances, quand on voit, là, regarde, tu regardes cette saison, encore une fois, le top 3 des joueurs pour le titre de Most Valuable Player, qui est quand même le Graal dans le basket, on peut dire ce qu'on veut, t'as aucun Américain. Là, on parle pas du premier, on parle du top 3. Oui, complètement. Je suis assez d'accord avec toi. Après, ça vient aussi d'un style de jeu qui a complètement changé. Pour moi, le changement vient avec Steph Curry, les titres de MVP de Steph Curry, et le mode de jeu qui, du coup, il a forcé à changer la NBA, il a forcé à changer de style de jeu. Tu sais, d'un style de jeu des premiers cités, LeBron, où c'était le all-around, mais beaucoup de puissance, beaucoup de pénétration. Kawhi qui est avec ses grands bras, ses grandes mains. Pareil pour KD, tu vois, qui était très long. Ça longtemps, on a vraiment cherché des clones. Donc du coup, vu que le système américain est fait qu'on peut pas passer à travers les mailles du filet, ils ont été cherchés en Europe. Donc ça a mis un peu de temps, et ils ont trouvé justement les freaks comme ça. Donc ça a commencé avec
avec des joueurs dans les années 2000, mais ils n'étaient pas franchise players. Et maintenant, on n'hésite plus à mettre des Européens en franchise player, et on va parler d'une autre génération par la suite. Mais je trouve que les anciens, et notamment via Stephen Curry, la bascule Stephen Curry, puisque lui, il a été drafté à la fin des années 2010, il a changé le jeu. Il a changé le jeu, et un jeu qui a favorisé les Européens, où c'était moins fait sur les qualités de vitesse, mais plus sur la technique et la capacité à pouvoir être et grand et manieur de ballon. Et ça, c'est quelque chose que les Américains n'ont pas su développer ou pas assez développer. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, un Sabonis père, pour eux, c'était inconcevable à l'époque. Un pivot de 2,20 m qui faisait des passes derrière la tête, qui était tour de contrôle, c'était impossible. Tu vois, c'était un parmi tant d'autres. Mais la formation européenne a toujours développé ce sens. Et je trouve que du coup, et on va passer à une génération juste après, qui elle est au pouvoir aujourd'hui, c'est la génération Jokic, Embiid, Tatum et Giannis Antetokounmpo. Alors juste pour nuancer, après c'est mon avis personnel. Alors oui, cette génération intermédiaire a le pouvoir, oui et non. Elle n'a pas toutes les clés non plus. La vieille garde dont tu as donné quelques noms a quand même encore des choses à dire et on n'est pas en train de les enterrer non plus. Mais on sent que d'ici 2-3 ans, la plupart de ces joueurs-là seront plus là en fait. Donc, mais oui. Ils ont quand même. Après, LeBron James, c'est un cas à part, mais il a encore quand même quelques clés en main. Des joueurs comme Kevin Durant, c'est plus compliqué parce qu'il y a des choix de carrière aussi. Stephen Curry, il faut pas oublier. Il y a les blessures de KD. KD, tu vois, c'est celui qui a été. Il a quand même eu les croisés 2 fois. Oui, bien sûr. Il a eu le tendon d'Achille. Oui, après, les blessures aussi sont plus accentuées quand tu vieillis et sont plus longues à traiter aussi. Tu vois, ça dépend du type de blessure, de plein de choses, mais bon, ça reste un fait. Mais voilà, c'était juste pour dire aussi quand même que cette vieille garde n'a pas encore totalement lâché les rênes. Mais pour revenir du coup sur cette génération actuelle, déjà dans les noms que tu as cités, il y a quand même beaucoup de joueurs non américains. Oui. Et sur le point que tu parlais autour de Steph Curry, qu'il avait changé le jeu, tout ça, je suis d'accord. Et il y a surtout un mot que tu as utilisé et qui, moi, va dans ton sens et sur lequel je suis totalement d'accord, c'est le principe du côté technique, tu vois. Parce qu'en fait, il n'y a pas, c'est pas, tu vois, Stephen Curry révolutionnait le jeu quand il est arrivé, machin, pendant les années 2015-2016 où tout a explosé, tout ça, même un peu avant, mais c'est vraiment là où il a explosé. Et il n'y a pas eu des clones de Stephen Curry européens qui sont arrivés en NBA, tu vois. Mais il y a eu des joueurs techniques, c'est ce mot-là qui est important, parce qu'un mec comme Nikola Jokic, c'est l'opposé en termes de style de jeu d'un Curry. Ils vont se retrouver sur le maniement de balle. Non, mais c'est pas, tu mets pas, on n'est pas sur le même type de joueur déjà physique, le gabarit, ce qu'ils vont proposer. Giannis Antetokounmpo, voilà, si vous connaissez pas la bestiole, qu'est-ce que vous faisiez sur le podcast, ce que vous faites, pardon, mais on n'est pas sur le même type de joueur d'un point de vue juste déjà gabarit physique. Luka Doncic, on s'en rapproche un peu, mais ça reste encore différent et on peut en citer plein d'autres. Mais alors, moi je trouve que c'est la technique qui fait que cette génération-là, pour moi, prend de plus en plus de place, en fait, parce qu'ils sont techniquement irréprochables pour la plupart. Ouais, pour moi, le seul Européen qui est passé, mais qui n'est pas resté pour des raisons personnelles en NBA et qui ressemblait à Stephen Curry, c'est Juan Carlos Navarro. Qui a fait une saison à Memphis pour aller jouer avec son pote Pau Gasol. Quand Pau Gasol s'est fait trader, il a dit c'est bon, j'ai montré que je pouvais marquer 12 points en NBA comme qui rigole, je retourne au Barça et je vais gagner des Euroleague. Bon, ça voilà. Après, oui, je suis d'accord, mais moi c'était dans le sens où, tu vois, Stephen Curry, il a fait accélérer le jeu et il a forcé
Steve Kerr et Mark Jackson, un petit peu dans une moindre mesure avant qu'il arrive, avoir un style de jeu basé beaucoup sur le switch et avoir des grands qui étaient obligés d'être capables de sortir en défense sur des joueurs plus petits. On a réduit un petit peu la taille, c'est-à-dire que même si on avait des mecs de 2,15 m, il fallait qu'ils soient capables d'être mobiles, et on a ajouté la mobilité par rapport dans les critères de sélection d'un joueur. C'est-à-dire que les grands pivots qui étaient massifs, qui étaient au milieu de la raquette, qui n'arrivaient pas à bouger, du coup, c'était un point mort dans ton roster, quoi. Ouais, ça devenait obsolète, en fait, tu vois. Exactement. Alors que avant, tu n'avais pas besoin d'avoir de main ou de savoir jouer au basket. Tu étais drafté à la taille. Ça veut dire que si tu faisais 2,15 m, même si tu t'avais jamais joué au basket, tu étais drafté. Et si tu faisais 2,16 m, tu étais drafté plus haut qu'un mec de 2,15 m. Tu vois. Ouais. Et un mec, par exemple, de 2,8 m, qui était hyper mobile, qui était capable de défendre malgré tout avec sa puissance sur un mec de 2,15 m, et qui pouvait attaquer et jouer plus loin, il servait à rien. Et du coup, à partir du milieu des années 2010, il redevenait un joueur bankable, ce joueur, tu vois. Et il y a eu une bascule avec les postes 4. Donc ça vient de Tim Duncan, hein, du début des années 90, du milieu des années 90, où les postes 4 devenaient des joueurs hyper importants. Alors qu'avant, c'était juste des brutes qui étaient là pour protéger le pivot, quoi. Tu vois, les Charles Oakley, les Dale Davis, tu vois, parce qu'on parle de la rivalité Knicks Pacers, mais c'était ça, quoi, tu vois. Oui, non, mais je te rejoins complètement. Après, il y a un aspect aussi qui a aussi changé les choses, et là, qui est dû à l'évolution naturelle de l'homme, j'ai envie de dire. T'en parlais tout à l'heure, l'arrivée des freaks, tu vois, Oui. avec des gabarits, mais des phénomènes, en fait, qui allient la taille, la vitesse, le physique, la technique, tu vois, le maniement de balle, des gestes qu'on ne pouvait pas imaginer il y a peut-être encore quelques années, par des mecs qui font 2,5, 2,10 et qui font 130 kilos, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que ça, il y en a partout, mais c'est vrai que les plus gros noms, ils sont pas américains, tu vois. Et c'est vrai que ça, ils sont arrivés. Rappelle-toi de Giannis Antetokounmpo quand il arrivait. Alors déjà, il n'avait pas le physique qu'il a actuellement, hein, on s'en souvient. Non. On s'est dit voilà, lui, il va falloir qu'il bosse et qu'il prenne aussi, qu'il aille un peu en salle de muscu. Il y a été plus d'une fois, hein. Mais c'est vrai que son évolution physique, lui, est quand même très notable. Allez vous refaire des photos là de Giannis dans les premières années à Milwaukee. Pour ceux qui n'ont connu que le Giannis là depuis 2-3 ans avec Milwaukee, vous n'allez pas le reconnaître, hein. Ah c'est clair. Déjà, il n'a pas la même coupe de cheveux. Oui, mais oui, il avait des bras tout secs, quoi. Il avait des grands bras, mais tout secs. Il n'y avait pas d'épaule, c'était très bizarre. Bah, pas bizarre, mais en tout cas, il n'était pas formé, ou en tout cas, c'était pas le freak qu'on voit. Et en fait, maintenant, je trouve qu'il y a une bascule depuis Yanis, tu vois, parce qu'on est d'accord que Yanis, il est dans ce groupe intermédiaire. Oui. Oui, voilà. complètement. Donc, et il est au bord du déclin, parce que tu vois. Ouais, c'est ça. Et après, c'est pour ça que je voulais voir avec toi, parce que après, on est sur du à chaud aussi, tu vois, où il vient d'enchaîner 2 saisons compliquées, les blessures et tout. Mais surtout, c'est qu'il est blessé au pire moment, quoi. Oui, mais c'est vrai qu'il faut essayer de sortir un peu du côté très instantané, tu vois, la photo qu'on a. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que comme on essaye de faire là une émission un petit peu plus, on ouvre un peu l'esprit, c'est vrai qu'il faut, et l'exercice c'est pas toujours simple, d'arriver à sortir un peu du curseur qu'on a là sur l'année 2023, 2024. Oui, mais en fait, c'est dans le sens où, tu vois, Yanis, pour le premier titre de Jokic, ils étaient côte à côte. Et depuis qu'il est plus MVP, tu vois, c'est pas qu'il est même plus, il est pas dans la conversation, mais tu vois, ça décline. Alors en début de saison, il est là, et quand ça compte, tu vois, c'est un peu comme Stephen Curry, tu vois.
Il a fait le fabuleux run de 4 finales, non, 5 finales en 5 ans, de 95 non, de 2015 à 2019, pardon. Mais après, si tu veux, entre les blessures, les trucs, il n'a jamais fait une saison complète de MVP. Mais c'est normal, tu vois. Et Yanis, après, ils sont allés récupérer un titre quelques années après quand même, tu vois. Il y a un titre en 22. Hein. Oui, tout à fait. Parce qu'il fait un run exceptionnel, mais parce qu'il a géré sa saison différemment aussi. Et qu'il a récupéré des joueurs. Et puis, voilà, il y avait Jordan Poole, il y a Wiggins qui arrivait, et puis il y avait toujours les anciens, tu vois. De toute façon, il y a toujours un contexte pour aller au bout, c'est que tu n'y vas pas tout seul. Oui. Et puis il y avait la patte de lapin des Warriors. Hein, le mec qui tu le mets dans le roster et devient champion, c'est André Iguodala, quoi. Bah, c'est ça qui devient même MVP des finales. Ouais. 2015. Mais voilà, moi je trouve aussi qu'il y a cette bascule physique, tu vois, du corps de l'humain et de ces athlètes-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a plein des joueurs comme ça, un peu freak là. Et je trouve que depuis, il y a Yanis et après, tu as l'impression qu'il y a eu des sortes de clones avec des profils un peu différents, tu vois, avec des attributs différents, mais des mecs où tu te dis, ah ouais, ok, toi, un mec comme Zion, par exemple, qui est encore de la génération la plus jeune, mais ça reste un freak qui n'est pas dans le même gabarit physique, tu vois, Complètement. Mais ça reste un mec, tu dis, c'est un frigo, le gars. Tu vois, quand il est arrivé, quand il y a eu la draft et tout, tu dis, ah ouais, ok, ce mec-là, il peut martyriser des défenses pendant 10 ou 15 ans. Alors lui, pareil, pour l'instant, ça a été compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. La saison qui vient de se passer, c'était mieux, en tout cas, sur la saison régulière. On va attendre de voir. Mais en fait, tu as plein de petits freaks comme ça, un mec comme Victor Wembanyama, là, on est parti pour 15 ans. Tu en as d'autres qui ont des profils de physique assez... tu les croises dans la rue, tu te retournes 3 fois et tu dis j'ai bien vu le gars, tu vois. Ils sont pas comme nous. Déjà que le basketteur de base n'est pas comme nous, mais eux sont encore différents, je trouve. Ah ben Zion Williamson, tu vois, tu as l'impression dans les 4 Fantastiques d'être Colossus, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est un côté Avengers un peu, tu vois. Ouais, complètement. Mais du coup, tu vois, il est même trop baraqué pour son corps, quoi, tu vois. C'est ça, c'est la limite aussi parfois de tout ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et maintenant, aujourd'hui, avant, il cherchait de la taille, maintenant, il cherche des dimensions. Tu vois, ouais, des attributs poids-puissance, tu vois, ce genre de choses. Poids technique, taille technique, bon bref. Par exemple, quand il a été drafté, Rudy Gobert, c'était la plus grande envergure. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et que c'est son envergure qui l'a fait drafter. Parce que Rudy, tu vois, c'est pas ses skills, offensifs, tu vois, qui le font. Mais après, c'est un tel bosseur parce que faut quand même lui tirer un chapeau, un grand coup de chapeau, parce que le gars, ce qu'il fait avec ce qu'il a à la base, tu vois, mais c'est le gars, il passe son temps au gymnase, quoi, tu vois, ça se voit. Bah oui, mais après, en fait, c'est toujours pareil. Quelles que soient les générations, pour revenir un peu sur la thématique, c'est vrai que après, il y a le principe, t'as le talent, et les gens, ils en ont plein les mains, tu vois. Et t'en as d'autres, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils bûchent. Et même en travaillant, ils arriveront peut-être pas à, je vais être gentil, 60% d'un mec qui est hyper talentueux, qui bosse aussi, parce que tu peux pas arriver les mains dans les poches. Mais tu vois, je veux dire, toi, quand tu vois des mecs comme Curry, comme Doncic, qui te balancent à l'entraînement, là, tu sais, quand ils font leur shoot-around, ils te balancent des ballons. Quand tu vois Curry, il y a quelques années, tu sais, il était dans les tribunes, là, il t'envoyait des ballons. Et je veux dire, il y a que eux, ils sont pétris de talent et ils pourraient jouer à n'importe quel autre sport de ballon, ils seraient tout aussi talentueux. Et à côté de ça, tu as des mecs, ils ont besoin d'être plus besogneux, de travailler pour arriver à être plus technique. Et je trouve que Rudy en est un très bon exemple parce qu'aujourd'hui, sa palette technique reste encore restreinte, on va dire, mais elle est quand même beaucoup plus intéressante qu'il y a quelques années parce qu'il a travaillé. Et parce qu'il a dit, parce qu'il s'est dit, voilà, je sais que je pourrais pas faire ça, et j'ai pas ces capacités parce que voilà, mais là où je peux travailler, là où je peux m'améliorer, par contre, je vais vraiment y aller et je vais tous les jours bosser là-dessus. Et on voit le résultat. Et on voit que même offensivement, maintenant, Rudy, on rigole plus comme il y a quelques années, tu vois.
Ouais, on sait qu'il a beaucoup bossé avec notamment Yassine Awadi, qui est un coach development qui est extrêmement reconnu dans le milieu, en France, notamment. Oui, tu parlais de ça, tu parlais de Stephen Curry et de Luka Doncic. Bon, il y a aussi un côté génétique, hein, parce que les papas étaient déjà des grands joueurs. Oui, Donc, quand je parlais le côté talent, oui, la génétique, oui, et le côté loterie, j'aurais dû dire comme ça, tu vois. Ouais, tout à fait, parce que Luka Doncic, son père a joué au Real Madrid, c'est pour ça qu'il est allé à Madrid dès tout petit et que à 15 ans, il était déjà meneur du Real Madrid, il a été MVP de l'Euroleague à 17 ans. Ça aussi, c'est une chose qui est à prendre en compte, c'est qu'il y a 2 types d'Européens. Il y a ceux qui essayent de venir le plus tôt possible alors qu'ils n'ont pas prouvé. Et puis, tu as des joueurs qui ont déjà tout gagné. Et là, c'est des talents. Et eux, c'est des talents générationnels. Ils ont tout gagné en Europe. Et une fois qu'ils sont venus en Europe, ils ont appris à gagner. Ils vont le mettre aux États-Unis. Et je pense que, tu vois, il y a quelque chose qu'on ne parle jamais assez, c'est dans la formation. Parce que quand tu es en high school, en fait, tu es la star de ton lycée. Si tu es toujours aussi bon, tu es la star de ta fac. Mais tu vois, on t'apprend pas. Et après, on t'apprend pas à faire tout le sale boulot qui est nécessaire, tu vois, dans une équipe. Il y a aussi des trucs, tu vois, c'est aller poser des écrans à l'extérieur et se mettre à l'angle 0 et attendre que la balle arrive. Ben en fait, quand toute ta vie, on t'a mis sur un piédestal, que tous les coachs que tu as eu te mettent tout en haut, ils t'apprennent pas ça, en fait. Et c'est quelque chose que Kobe avait parlé et que Boris Dio avait dit il y a une quinzaine d'années. Et ça, tu vois, c'est un truc qui est vraiment sous-estimé. Et c'est pour ça que, tu vois, moi, je me suis souvent pris la tête dans les discussions, hein, gentiment, sur le fait que le métier de basketteur, ça s'apprend. Et que quand tu arrives en NBA à 19 ans, que tu as toujours été la star, et qu'on te met au bout du banc et que tu comprends pas, ben c'est hyper dur parce que tu te prends pour un dieu vivant. On t'a toujours dit que c'était un dieu vivant. Et puis tu tombes sur un vétéran. Ben en fait, il te l'a fait à l'expérience et toi, tu comprends pas pourquoi tu n'es pas sur le terrain. Et je trouve que ça, tu vois, quand les Européens, ben ça, ils ont l'habitude parce qu'ils savent qu'à l'entraînement ou en pré-saison, ben, tu dois aller prendre ta place. Tu sais que tu dois être le meilleur tout de suite, quoi, tu vois. Et c'est pour ça, tu vois, qu'il y a pour moi ce changement de génération avec beaucoup plus d'Européens qui arrivent. Où ils arrivent, maintenant ils sont zéro complexe, tu vois. Il y a des mecs qui sont passés avant, ils savent que s'ils sont pris, c'est qu'ils ont le talent pour, à part des mais tu vois, un Dirk Nowitzki qui a été MVP, un Tony Parker qui a été MVP des finales, t'imagines, c'était des pionniers, les gars, quoi. Ah bah oui, clairement. Et t'as un gars comme tu parles. Après, c'est des histoires. On approche du côté culturel, là, tu vois, dans la façon d'aborder le sport, la société, le rapport humain, la valorisation de l'athlète et tout ça. On est sur des entités différentes entre ce qui peut se passer aux États-Unis et pour nous en Europe, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais. Hein. Et il y a un exemple, un mec comme Luka Doncic, tu vois, il est arrivé en NBA, mais il est arrivé alors quand il était rookie, ou même là, il n'a pas non plus 40 saisons de playoff dans les pattes, mais il s'est infusé de l'Euroleague, tu vois. Il s'est infusé des joutes européennes. Donc, quand il est arrivé en NBA, il avait un bagage déjà incroyable pour un joueur de basket, tu vois. Alors lui, en plus, il y a la génétique, il y a le talent, il y a la loterie, il y a tout ce que vous voulez. Et voilà, on en a parlé dans les dernières minutes. Mais c'est vrai que ça rejoint ton point là. Lui, il s'en est pris des sales soirées dans des arènes où vous voulez, en Turquie, partout, où l'ambiance est extrêmement chaude. Et tu te prends des coups de savate tous les soirs, tu vois. C'est sûr que quand tu vois, par exemple, je vais juste faire une aparté, mais tu vois, Monaco, quand ils vont gagner au Fenerbahçe, ils ont du mal à sortir, que le terrain est envahi, qu'il faut se dépêcher. Voilà, en NBA, t'es tranquille, quoi, tu vois.
Aux États-Unis, ils connaissent pas, mais parce que c'est une approche différente du sport, de la culture du supporterisme aussi, alors avec ses excès dans certains autres sports en Europe, hein. Mais Oh, au basket aussi, c'est pas mal déjà, ouais, hein. oui, mais bon, on n'est pas. Le basket est quand même encore. Oh ben, en Grèce, tu sais, le derby Oui, mais après, Pana-Olympiakos, il finit jamais, hein. ouais, après en Grèce où il y a beaucoup de sports malheureusement où ça se passe mal, hein, donc. Mais bon, Ouais, c'est pas le sujet. Moi, j'avais une question à te poser là pour ouais, revenir sur cette génération un peu intermédiaire dont tu parlais, ouais, dont on parlait, pardon. Mais là aujourd'hui, tu vois, tout à l'heure, tu en parlais en introduction, le titre de MVP, Nikola Jokic, là, il a obtenu son 3e titre en 4 ans. Ok, ouais, très bien. Entre-temps, il a récupéré un titre de MVP des finales. Euh, oui. j'ai ma réponse, je pense avoir la tienne, mais je vais quand même la poser, ça va permettre de pouvoir en échanger ensemble. Est-ce que tu penses que là, avec tout ce qu'on dit sur Jokic, son talent incroyable, là, ça fait, il gagne 3 fois sur les 4 dernières années, tout ça, il est champion entre les deux fois où il n'a pas été MVP, en tout cas, de régulière. Est-ce que pour toi, la Ligue, à l'heure actuelle, lui appartient? Tu sais, c'est une phrase qu'on entend souvent. Ah, la Ligue lui appartient à ce joueur-là. Tu vois, à l'époque, Jordan, la Ligue lui appartenait. Par exemple, Ouais. LeBron, il y a un moment, la Ligue lui appartenait. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que même un joueur qui a 3 titres de MVP sur les 4 dernières saisons, la ligue lui appartient, ou alors il y a tellement d'autres bons joueurs autour que tu peux plus avoir tu peux plus phagocyter autant l'espace. Ah, c'est une bonne question. Merci. Je serais tenté de te dire oui, mais je pense que je vais te dire non. Je m'explique. Oui, parce que pour moi, c'est clairement le meilleur joueur de la ligue. C'est pas mon joueur préféré, mais c'est le joueur où tu sais que voilà le plus régulier. Mais il n'a pas l'impact sur tu vois sur les autres. C'est-à-dire que tu te dis pas, il y a aucun joueur qui va, tu vois, qui va faire, excuse-moi de l'expression, mais caca culotte en sachant que tu vas le jouer, quoi, tu vois. Il y a des joueurs qui vont essayer de le challenger. Michael, tu parlais de Michael Jordan, il savait très bien, les gars, que s'il avait envie de t'en mettre 40, il t'en mettait 40. Ouais. Et il n'a pas ce même sentiment de domination. LeBron a eu ça à un moment, même si c'était encore en dessous. Kobe l'a eu. Oui, C'est-à-dire que, Kobe, tu oui, vois, oui, j'ai même pas cité Kobe. Ouais. Kobe, c'était ça, tu vois. KD, c'était ça. C'est-à-dire que, ou Steph Curry, c'était, voilà, ok, ben, et en plus, Steph Curry, il te le faisait les 2 années de MVP et surtout l'année où ils battent le record de victoires en Mm. saison Ouais. régulière. Mm. Le gars, il te fait ça en se marrant et il te claque 30 points en se marrant. Allez, 40 points. Allez, je te mets un buzzer beater. Et puis, avec le sourire. Michael, lui, c'était je vais dominer physiquement tout. Et j'ai pas ce sentiment de domination. Hakim Olajuwon l'a eu pendant 2 ans, les 2 ans de retraite de Michael Jordan. Ok, Tu donc, vois. ouais, ouais. Mais lui, il va pas. Il a limite un côté un peu trop gentil. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais, ouais. Après, il a un côté Jokic, on l'a vu encore là quand il apprend qu'il est nouveau MVP, il a un côté je m'en foutiste, tu vois. Ouais. Mais c'est pas péjoratif, hein, c'est comme ça et ça reste un joueur incroyable. Mais tu vois qu'il voilà, c'est le basket, il fait son job, tu vois, il est là pour faire son taf, il sait Ouais. qu'il le fait bien, il le fait et c'était en sortie de conf de presse des finales remportées l'année dernière où bah, tu sentais que, en gros, il avait même dit, je crois, bon, il avait fait le travail, mais maintenant il attendait qu'une chose, c'était de rentrer au pays pour aller avec ses chevaux, tu vois. Bon, bah, Ouais. le mec qui vient de gagner un titre NBA avec sa franchise, il est MVP des finales et il te dit non, non, moi je veux retourner avec mes chevaux et je veux retourner sur bon. Et Ouais. voilà, Mais tu vois, mais mais parce que c'est son caractère aussi, mais ouais, mais ça n'empêche tout le reste. Mais... regarde les 3 titres qu'il fait Mhm. d'affilée aux Lakers, il est je m'en foutiste au possible, ce qui d'ailleurs énervait Kobe Ah bah oui, au oui, plus haut oui. point. Mais à côté de ça, il surdominait la ligue, quoi, tu vois. Ouais, mais c'était pas juste, hein, c'était pas non plus le même je m'en foutisme. Tu vois, là, c'était vraiment bah, après, j'ai pas suivi autant que toi tout ça, mais Ouais. ah,
de ce que j'ai pu lire, t'en parlais, les trucs, les Bisbee et Kobe, tout ça, il y avait vraiment l'antithèse. Kobe, c'était l'acharné du travail, tout ça. Et Shaq, il arrivait les mains dans les poches, il arrivait en post-season, il avait 30 kilos en trop. J'exagère sur le chiffre, mais vous comprenez l'idée. Même si 30 pour Shaq, c'est pas énorme, vous me direz. Mais en fait, il y avait 10%. Ouais, voilà, mais il y avait un côté. Je sais que j'ai plein de talents, je suis plus grand, je suis plus fort, je suis plus costaud que tout le monde, donc je vais tous vous écraser. Puissant, voilà. Et Jokic, c'est un jeu m'en foutiste, mais plus dans. Tu sens quand même que le mec, il va aller bosser sur le terrain. Tu sais que à l'entraînement, il va être là, il va être le premier, et il va arriver en premier, il va partir en dernier. Donc, mais c'est plus dans, je sais pas, le côté, voilà, ma priorité, c'est pas le basket, ma priorité, c'est la famille, c'est mon pays, c'est mes potes, c'est mes frères. Mais c'est très bien, hein. Après, tant qu'il fait gagner Denver, et je pense que les fans des Nuggets sont ravis. Voilà, c'est toujours différent, tu vois. Ok, je suis d'accord. Donc pour toi, ouais, tu le vois pas comme c'est pas lui qui a les clés de la maison NBA en ce moment, mais plus par rapport à ce qu'il dégage. Moi, ça serait plus par rapport au fait que en fait le niveau global est tellement plus fort et il y a tellement des armes létales partout, tu vois. Et là, on va peut-être pouvoir décliner sur la nouvelle génération que en fait, tu peux plus vraiment être le mal alpha, et après en dessous tu as des très bons joueurs, mais en fait je pense que tu vois, toi tu vas me dire ton joueur le plus fort actuellement NBA c'est X, moi je vais te dire Y, on aurait Cédric qui va te dire A, on aurait Axel qui va te dire C, on aurait machin. Non mais tu vois ce que je veux dire. On sait déjà qui Cédric dirait. Oui, il va dire Derrick White. Mais tu vois ce que je veux dire. On aura tous notre truc, parce que le niveau général, et parce qu'en fait, les hommes et les sportifs sont de plus en plus forts, en fait. Et donc, ça veut dire que tu en auras aussi de plus en plus qui vont être de plus en plus forts. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on apprend déjà à vivre, mais qui va s'amplifier dans les années à venir. Il y a plein de raisons à ça. Premièrement, c'est que les préparations sont de plus en plus scientifiques. Bien sûr. Les coaching staff sont de plus en plus remplis. Moi, j'ai connu la génération où il y avait 3 assistants, quoi. Maintenant, il y a à la limite 2 assistants pour un joueur, quoi. Mais pour un joueur, ouais. Sauf si t'es au Pelicans, c'est que t'as même pas de diététicien et que t'as personne pour s'occuper de Zion. Mais ça, c'est autre chose. Ouais, mais ça, c'est son agent qui doit s'en occuper. Bref. Moi, j'ai une question à te poser par rapport, tu vois, à cette, entre guillemets, génération intermédiaire avec les nouveaux. Est-ce que tu n'as pas peur qu'il y en ait beaucoup qui soient passés à côté, tu vois, parce que, ok, Jokic, il a gagné un titre. Ouais. Giannis, il a gagné un titre. Ouais. Mais après, tu vois, les Tatum, ils n'ont toujours pas gagné. Embiid, ça va être compliqué. Tu vois, c'est cette génération-là les 4 qui n'en a pas encore gagné. Gobert n'en a pas gagné. Donovan Mitchell n'en a pas gagné. Ouais, Paul. Devin Lillard, Paul George. Ouais, voilà, même si eux, ils sont plus sur ils sont entre les deux, entre l'ancienne génération et l'intermédiaire. Mais après, en fait, je vais te répondre avec ce que je te disais à l'instant, c'est-à-dire que comme le niveau global est plus resserré et que tu as de plus en plus de mecs forts, c'est normal que tu aies des mecs qui passent à la trappe. Parce que en face, parce que après, tu as les attributs physiques, le talent, tout ce qu'on a dit, mais après, on sait très bien que la NBA aussi, déjà les fenêtres de tir sont extrêmement courtes pour un titre. Et en plus de ça, faut pas être blessé, faut être dans la bonne équipe, avec le bon coach, au bon moment, avoir un peu de réussite, hein, tu vois. Et en fait, il y a tu vois, typiquement 2019, les Raptors, sans leur manquer de respect, et ils ont fait une très bonne année, et ils ont mérité leur titre, mais ils l'ont aussi eu parce qu'en face, tu avais une franchise des Warriors avec KD qui se blesse, Klay Thompson qui se blesse, et tu avais Steph Curry qui était un peu tout seul. Donc au bout d'un moment, les circonstances allaient en faveur d'une équipe de Toronto qui avait eu un effectif de qualité, un coach de qualité, qui avait fait les choses pour faire venir une superstar. Kawhi Leonard, on a parlé, qui a fait un one-shot et qui a très bien réussi. Ils ont fait un pari, ils l'ont gagné. C'est assez rare, mais bravo à eux. Mais c'est un concours de circonstances favorables. Et donc, c'est normal que, en fait, quand tu as un concours de circonstances favorables une année, que, en fait, tu aies des circonstances défavorables pour beaucoup d'autres les autres années. L'exemple opposé de Toronto 2019, excusez-moi, c'est les Sixers depuis 3, 4, 5, 6 ans, où
tous les années, tu as une circonstance défavorable, une blessure, un shoot légendaire de Kawhi Leonard, une nouvelle blessure, un choc du coach, etc., etc. Donc après, il y a un côté chat noir, mais c'est aussi comme ça. Donc ouais, bah si, il y en a qui vont passer, il y en a qui passeront pas le cut, et il y en a, bah, quand on regardera leur carrière dans quelques années, on se dira, ok, il a été, je sais pas, 8 fois MVP, 8 fois MVP, non mais 8 fois All-Star, il a été, je sais pas, 4 fois dans la All Defensive Team, très bien, bravo à lui, mais il a pas de titre. Parce qu'il n'était pas dans la bonne franchise au bon moment, ou parce qu'il avait plus fort en face de lui. Ouais, mais tu vois, on revient à ta question tout à l'heure, savoir s'il tient la ligue. Ouais. Mais j'ai l'impression que, tu vois, ça se donne pas, tu vois, ça se prend. Le pouvoir, ça se prend. C'est une phrase que j'ai entendue dans je sais pas quel truc, genre dans un Game of Thrones, mais tu vois, Ouais. ça se prend le pouvoir. Et j'ai pas l'impression que, tu vois, qu'il y a un mec dans cette liste qui est capable de le prendre. En revanche, moi j'ai l'impression, tu vois, que dans la nouvelle génération, ceux qui émergent maintenant, eh ben on a des gars, moi j'en vois 2. Eh ben déjà ils ont pris leur équipe, tu vois, ils ont dit bon écoutez les gars, allez poussez-vous, c'est moi, pousse-toi de là, c'est moi qui m'y mets, tu vois. Moi je pense à Anthony Edwards et honnêtement je l'ai pas vu venir, mais vraiment pas. Il fait une saison rookie au-dessus de mes attentes. Deuxième saison, il a dit bon écoute 4. Bon, écoute, t'es bien gentil, t'es là depuis quelques années, tu gagnes pas, allez pousse-toi. C'est mon équipe. Moi, le gamin, il a 20 ans. Il a dit ça. Et l'autre, c'est Shai SG, Shai Gilgeous-Alexander. Et lui, bah, il a fait monter tous les steps. Son équipe était 14e. Il a ramé, il était tout seul. On pensait que c'était un soliste. Eh ben non, il finit 9e la saison d'après. Il se fait sortir en play-in. Pas grave. Et là, cette année, putain, il prend la conférence Ouest. Deuxième bilan de la NBA. Et voilà. Premier, le Thunder premier. Premier à l'Ouest. Ah, de la NBA, oui, d'accord, pardon. Deuxième de la NBA, c'est la petite équipe de Cédric. Ah, mais ouais. Et tu vois, du coup, putain, mais le gars, il force le respect. Je sais pas si tu as vu ce qu'il a mis sur son compte Twitter. Non. Il a mis tout ce qui était les compensations dans son trade. C'était Paul George. Oui, quand il était échangé avec les Clippers à l'époque, ouais. Ouais. Et que en fait, les Clippers, à l'époque, c'était Jerry West qui avait dit surtout, il y a un joueur à pas trader, c'est lui, mais il voulait absolument Paul George pour faire venir Kawhi Leonard, et ils ont accepté de le laisser partir. Voilà, ça c'est, tu vois, tout à l'heure je te parlais des paris. Le pari Kawhi 2019 a fonctionné. Bah, jusqu'à maintenant, le pari Kawhi plus Paul George, plus tout ce que vous voulez aux Clippers n'a pas fonctionné. Et à côté de ça, en fait, il faut de la réussite dans les trades, dans les trucs. On est souvent à dire les deals gagnant-gagnant, qui est gagnant, qui est perdant. Là, bon, bah, c'est vrai que pour l'instant, après on va voir, mais on sent que le Thunder a fait le bon coup, tu vois. Après, en attente de confirmation, tout ça. Mais je te rejoins sur les deux noms. J'aurais une nuance à apporter tout de même autour de Shai Gilgeous-Alexander. Je ne suis pas du tout en train de remettre en cause son talent, tout ça. Non, mais c'est parce qu'il est canadien, c'est ça? Non, pas du tout. Et en plus, moi, j'adore cette équipe du Thunder, mais moi, c'était plus l'époque Ibaka, Durant, Westbrook, tout ça. Mais qu'importe, j'ai une affinité toujours pour ce maillot-là. Mais à part ça, j'attends la saison de la confirmation l'année prochaine, quel que soit le résultat qu'ils vont faire. Alors, si évidemment ils gagnent les finales NBA, bon, bah, je ravalerai mon chapeau, mais je pense pas que ce sera pour cette année. Mais j'attends donc, en partant du principe qu'ils font une demi-finale de conférence, peut-être un peu plus loin, mais voilà. L'année prochaine, ok, on leur enlève pas ce qu'ils ont fait cette année, mais c'est toujours l'année 2 qui est plus compliquée derrière. Moi, je veux voir. Ce qui, par contre, va en sa faveur, c'est que moi, j'avais des doutes sur Shai par rapport au projet Thunder au départ. Parce que il y a eu plusieurs années où Shai, tu parlais du côté un peu soliste, il faisait ses perfs, il faisait ses stats, mais il n'y avait personne autour. Il n'y avait pas d'équipe. Parce que Sam Presti ne faisait pas l'équipe autour de lui. Il collectionnait les tours de draft. Les tours de draft, il en a encore un sacré paquet, mais
Ouais. Il a su, et lui, il sait réfléchir. En fait, il sait réfléchir pour bien monter une équipe, mais fallait-il encore qu'il décide de le faire. Là, il l'a fait et on voit le résultat, on voit le step incroyable. Mais maintenant, je veux voir sur une année 2 ce que ça va donner. Donc, voilà le petit bémol pour Shai. Pour Anthony Edwards, par contre, je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as dit, je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que lui, tu te dis, ouais, ok, donc tu sais que là, pendant les 10, alors sauf blessure évidemment, mais sur les 10 prochaines années, 15 prochaines années, allez, 10 prochaines années, du Anthony Edwards, on va en bouffer, et on va apprécier, on va aimer, sauf si on est fan de l'équipe adverse qui va se le prendre. Mais on a vraiment une impression de, ok, donc ce mec-là, il a décidé que c'est lui qui allait porter son équipe et qui allait très certainement aller emmerder beaucoup d'adversaires dans les années à venir. Et pour finir, qu'il allait du coup, pour revenir à ce qu'on disait sur le côté intermédiaire tout à l'heure, que lui aussi, il allait très certainement emmerder beaucoup de très très bons joueurs de sa génération. Tu vois ? Mais déjà, en plus, tu vois, on parlait de Shai et lui. On attend des duels de play-off de haute volée quand même. Oui. Ben, on sait que normalement, ils vont se croiser, tu vois, c'est obligé. Ah ben là, si tu veux, les Timberwolves ont mis un statement en allant gagner les 2 matchs à Denver. Si OKC fait pareil et arrive à sortir Dallas, la finale de conf, elle risque d'être sauvage, quoi, tu vois. Ouais, après, j'entends, moi j'essaye juste de dézoomer un peu mon non, mais ce sera l'acte 1, ouais, bien sûr. de joutes de playoffs qui vont. Oui. Et peut-être que dans 10 ans, on se dira, bah tiens, rappelle-toi, la première année où ils se sont croisés, c'était en finale de conférence 2024. Et on sera en 2031, tu vois. Ah oui. Et là, mais tu sais, moi enfin. Du coup, tu vois, j'ai presque envie que ce duel ait lieu dès cette année, tu vois. J'ai envie de voir. Tu vois, avec Anthony Edwards qui va défendre sur Shai, Shai qui va peut-être pas défendre, qui va rester défendre sur Conley, mais tu vois, il va y avoir des ISO en fin de match et tu vois du clutch, quoi, tu vois, avec des duels sévères, quoi. Non, mais oui, je te rejoins. Et en plus, c'est vrai que si en plus on continue encore, juste pour parler un peu de notre Français Victor Wembanyama, tu sens que lui aussi, il a passé 47 steps en une année, mais que lui, ça va être très très vite. Et il va falloir, attention, que les Spurs aussi prennent le wagon en même temps que lui, prennent le même train, qu'ils n'attendent pas trop longtemps, parce que je te dis pas que Victor il va décider de partir, tout ça, c'est pas ça l'idée, mais qu'il faudrait pas perdre des années, tu vois, d'un Victor qui va... Non, mais il va très très vite. Et on savait que cette année 1, ça allait être découverte du projet NBA, de Victor, de la hype et tout ça, machin. Ok, et il a fait plus que ce qu'on pouvait attendre parce que c'est Victor et en fait on met les attentes là, il les met toujours beaucoup plus hautes. Mais à partir de cette année 2 là, lui on sait qu'il va continuer à gravir les échelons, mais maintenant il faut que son équipe autour. Ah mais on n'attendra plus des Spurs cette année 20 victoires, c'est pas possible, tu vois. Et donc ce mec-là, un mec comme Victor qui est là que depuis 1 an, on sait que lui il va aller très très vite et que on pourra très vite le retrouver contre. Je te dis pas que c'est déjà la nouvelle génération parce que des mecs comme Anthony Edwards et Shai ils sont très jeunes, mais tu vois ce que je veux dire. T'as déjà des mecs qui sont là que depuis 1 an, qui poussent ceux qui sont là depuis 3-4 ans et sur lesquels on est déjà en train de se dire on attend de les voir pendant 10 ans. C'est ça moi qui me rend dingue avec cette ligue et c'est aussi pour ça que je l'aime. C'est parce que voilà, t'as les mecs dont on a parlé il y a 30 minutes, là on les a vus pendant 10 ans et ils sont un petit peu en déclin. T'as ceux qui sont là depuis 7-8 ans et qui sont toujours un peu devant et qui ont pris les rênes, comme Jokic par exemple en particulier, comme Giannis à un moment. Là, tu as la nouvelle génération et tu as encore les petits, tu as limite les bébés poussins là qui sont en train de dire hey, les gars, nous aussi on veut notre part. Mais ça fait 1 an que vous êtes là, les gars. Ouais, mais j'ai l'impression, tu vois, moi, ça y est, ils sont en train de mordre les mollets, tu vois, de la génération qui doit gagner maintenant, quoi, tu vois. Oui, non, mais c'est ça. Mais que surtout, cette génération, tu vois, il n'y a pas le mal alpha dominant, tu vois, qui aurait dû être, tu vois, à la question Jokic, est-ce que c'est le mec à qui tient la ligue? Je suis désolé, mais tu vois, rien que le fait d'y réfléchir, c'est la réponse. Et que,
tu vois, c'est à un moment, c'était la ligue de Steph Curry. C'est-à-dire qu'on se demandait, est-ce que le logo on doit changer vrai. le logo pour mettre Steph Curry? Ben moi, je suis désolé, mais Jokic, il est fabuleux, mais c'est pas ça. Et même Yanis, au plus fort de sa domination, c'était pas ça. Ah ouais, non, mais j'entends. Moi, je pense vraiment qu'il y aura plus. Après, c'est facile de dire ça aujourd'hui, mais Eh ben, peut-être. Mais je pense qu'il n'y en aura plus de un gars qui sera l'icône de la ligue. Tu vois, tu auras des mecs qui vont capter plus l'audience, qui vont vendre des maillots à l'international, tout ce que tu veux, on s'en fout. Mais des mecs comme Curry, des mecs comme LeBron, des mecs comme Jordan, des mecs comme Kobe, pour reprendre les noms que tu as pu citer tout à l'heure, comme Shaq aussi, je pense que ça, pour moi, c'est fini parce que le niveau général est tellement fort et tu as tellement des superstars et des mecs forts partout que tu peux plus, en fait. Et les fenêtres de tir sont tellement plus rétrécies que ouais. si tu gobes pas tous les trophées que tu peux récupérer, et ben en fait, le train, il est déjà passé. Tu vois. Ouais, je suis assez d'accord, mais déjà à l'époque, il y avait des joueurs en tout, parce que tu vois, l'époque LeBron, Oui, en bien fait, sûr. c'était Oui. souvent des duels. LeBron, LeBron KD, c'était un duel iconique. Michael contre Karl Malone, tu Mais vois, oui, l'époque Charles de. Barkley, et même comment il s'appelle, même Shaq. Si tu Non, non, veux, mais c'est oui, parce oui, que bien sûr. Shaq, il est un peu dans la position de Anthony Edwards. Ça veut dire qu'il avait des pivots, il s'est pas pris des fessées, tu vois. Mais il a dû créer sa place, tu vois. Il avait eu David Robinson, il a eu Patty Wing, il a eu Hakeem Olajuwon, tu vois, même un Robert Parrish, tu vois, qui est sous-estimé et qui était en fin de carrière. Mais tu vois, il devait faire sa place par rapport à ça. Mm. Et ça a toujours été ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours un nouveau qui vient pour essayer d'être le nouveau shérif. Mm. Non, mais Tu vois, j'entends. c'est exactement comme, tu sais, le truc de la Dream Team avec Michael Jordan, avec son, tu sais, qui était avec son cigare, qui dit à Magic et Bird, bon les gars, il y a un nouveau shérif en ville, quoi. There's a new sheriff in town. Est-ce Tu que. vois, et les mecs, Ouais. ils ont dit, bah oui, mais Michael, on est au courant, hein. Ouais, bah oui, 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 ça c'est clair. Est-ce que. Moi, c'est peut-être le dernier truc que je veux voir Ouais, avec toi, Yannick. Et là, si on reprend, donc, même si c'était un peu décousu, mais peu importe, je pense que les gens ont compris. On a fait en trois trucs. Tu as l'ancienne génération, LeBron, KD, Steph. La génération intermédiaire, Nico Jokic, Tatum, Giannis, machin. La nouvelle génération, Anthony Edwards, Shai Alexander et consorts. Toi, aujourd'hui, ouais. sans parler du titre de 2024, mais si tu veux, mais pour toi, qui sera le prochain? Quelle génération sera la prochaine pour le prochain titre? Tu vois? Est-ce que c'est. Alors, prends pas 2024 parce qu'il n'y a plus d'ancienne génération, mais on va dire en 25, tu vois? Même là, c'est vraiment de la science-fiction. Mais pour toi, qui va être. Sans parler de joueurs, mais quelle génération pour toi va, va ou peut aller glaner le prochain titre? Après, il y a les circonstances, Ah, les équipes, les ouais. contextes, les trades, mais juste comme ça. En fait, la question, c'est savoir, est-ce que pour toi, tu mets une croix définitive sur l'ancienne génération, c'est terminé pour eux, ils iront plus chercher un titre, ou encore machin, et est-ce que tu es du côté, non, non, maintenant, moi, c'est les jeunes, et c'est eux qui vont aller, qui vont tout prendre sur les prochaines années, tu vois. Alors, l'ancienne génération, les plus anciens, ils peuvent avoir un titre, mais pas en option numéro un. Tu vois, Ok. il faut qu'ils acceptent d'être deuxième, troisième option. Et ils n'accepteront pas parce que Bah ouais. c'est les go-to guys C'était ce de. que j'allais te dire, ils vont pas l'accepter, tu vois. Donc, du coup, tu vois, pour moi, c'est mort. Tu vois, Ok. je vois pas l'Eclipse qui dit oui, s'il reste à Phoenix, je le vois pas gagner un titre. LeBron. Lebron, ça dépend. Mais tu vois, ça dépend où il va aller, quoi. Ouais, non, mais en tout cas, voilà, sur le principe du Mais sur le mec principe, leader alpha de son équipe, non. non. Ok. Aujourd'hui, et puis LeBron, ça fait des années, tu vois, les constructions d'équipe, je l'ai expliqué, je sais pas si c'était avec toi, mais non, c'était avec Axel. C'est saut 2010, quoi, tu vois. Ouais, oui, oui. C'est construction d'équipe de 2010 et ça marchait pas déjà à l'époque. Il a perdu je sais pas combien de finales. Donc Ouais. il reste sur ce truc, il n'a pas voulu évoluer. Mais c'est normal, t'es le meilleur joueur de ta génération. Donc
Donc voilà. Ok. Et ben moi je pense que la nouvelle génération, ils sont beaucoup plus mal alpha que la génération d'avant. Et le seul de la génération d'avant qui est capable de gagner un titre en mal alpha, pour moi, c'est Dallas avec Luka Doncic. Sinon, ce sera des petits jeunes. Ok. Et ils sont en train de le faire. Et parce que je pense que, tu vois, il y a des front office qui vont en avoir un peu ras-le-bol, tu vois, qui vont se dire, putain, on a misé tout sur un joueur, un ou deux joueurs d'ailleurs, sur une génération, et les gars, ils nous le rendent pas, quoi. Et ils vont dire, bon allez, on balance, ça gagne pas, et tu vois, on peut pas laisser passer les trains. Et ils vont essayer de récupérer des joueurs. Et, Ok. Et tu vois, typiquement, moi je vois bien un truc comme ça du côté de Boston où si ça gagne pas cette année, ça va ça bazardera pas parce que tu vois, ils sont trop conservateurs. Ils ont fait en sorte d'avoir quelqu'un de conservateur et de trop gentil, mais ça va végéter quoi. Ce sera toujours ah oui, mais et puis au moment où il faut gagner, tu vois, c'est comme le mec qui va tchatcher une fille en boîte qui sait pas conclure, quoi. Très bien, très belle analogie pour finir, tiens. Exactement. Et tiens, j'ai une question pour toi. Est-ce que Jalen Brunson, pour toi, va être un de ces go-to guys On l'a même pas cité. On a fait un podcast d'1 heure et on n'a même pas parlé d'Enix. C'est incroyable, ça. Et oui, j'ai essayé de me retenir, mais est-ce que pour toi, il est un des gars qui peut... Ouais, alors après, toujours pareil, en essayant de dézoomer sur ces playoffs 24 incroyables des Knicks, il peut l'être, mais attention, ça pousse vraiment très fort autour de lui. Et dans l'état actuel des Knicks, non. C'est pas possible. Je veux dire, au-delà de la blessure en plus de machin de Robinson, bientôt ils vont jouer à 5 en fait. Il y aura plus de banc, ils vont jouer tout le temps à 5. Et en fait, les 40 minutes de Josh Hart, ce sera 40 minutes pour tout le monde, tellement il y aura plus personne. Mais au-delà de cet aspect trade 2024, Brunson, évidemment, oui, parce qu'il a l'étoffe et il a les épaules. Mais il va falloir qu'autour les Knicks, je te dis pas, il faut pas qu'ils aillent chercher une star, mais il faut construire un vrai truc autour de ce mec-là. Mais pas dans les 3-4 années à venir, là, l'année prochaine, ou dans 2 ans. D'accord. Okay. Parce que la fenêtre de tir, parce qu'en face, tu as Anthony Edwards qui va pas rigoler, parce que tu as Shea, il va vouloir sa part du gâteau, parce que tu as Victor qui va pousser très très fort, parce que pourquoi pas un mec comme Brandon Miller, comme Paolo Banchero aussi. Ils vont arriver, ils vont dire non mais nous, on n'a pas le temps les gars, tu vois. Le projet d'Orlando, dans 3 ans, on peut en reparler et on va dire ah ouais, ok, les mecs, ils sont en finale, ils retrouvent les finales NBA. T'en sais rien, en fait, ça va tellement vite. Ça reste ça va tellement vite. Non, mais ça va tellement vite. Ouais, je sais. Alors moi, je vais répondre à la question. Je suis un peu de l'avis de Becky Hammond. Je pense que c'est un excellent joueur, mais par rapport à une méga star pour gagner un titre, ça ne peut pas être ta première option. En deuxième option, tu vois, marquer 40 points, prendre chaud, voilà. Mais il touche le plafond. Il faut monter le plancher et il manque. Tu vois, c'est pas le. Ok, je vais appeler la communauté new-yorkaise. Je vais donner ton adresse. Ils vont venir te huer à ton balcon. Et attention, tu le sais, la communauté new-yorkaise fait beaucoup de bruit. Hein, tu le sais. Hein. Il y a mes gars sûrs, tu vois, avec nous sur le Discord. Tu vas voir tes gars sûrs. On en a parlé avec Daryl Glove et Medwan. On en parle souvent. Je pense que, tu vois, il faut quand même un mec au-dessus en plus, parce que, tu vois, on peut pas tirer trop sur la corde et que vivre sur les exploits de Jalen Brunson. Et tu vois, au moins lui retirer un peu de pression. Ouais, mais voilà, tu vois, typiquement un mec comme Anthony Edwards, tu vois, il a un effectif qui a été construit qualitatif autour. Donc je te dis pas qu'ils vont les gagner cette année, mais dans 1, 2, 3 ans, tu vois, ça peut vraiment être une équipe. Tu te dis, ok, tu as la superstar et tu as le projet autour. Là, pour l'instant, les Knicks, tu as la star superstar, mais autour, j'adore, mais il n'y a pas encore
la construction qu'il faut pour. Mais ça prend du temps. Mais on l'a dit et répété, le train, faut le prendre quand il passe devant toi. Ouais, tout à fait. Je suis assez d'accord. Donc voilà. Ok, bon, écoute, Chris, merci pour cette discussion. C'était, ma foi, très intéressant. On a fait un tour d'horizon. On a parlé également en filigrane donc des trophées. On vous rappelle les trophées. Hein, donc le MVP, Nikola Jokic, Rookie of the Year, Victor Wembanyama, 6e homme, c'est Nazir Reed. Most Improved Player, je sais même plus qui c'est. C'est qui Non, mais les essentiels, voilà, c'est ouais, Rookie, voilà, c'est défenseur de l'année, Rudy, coach de l'année aussi Marc avec Daigneault. Marc Daigneault. Voilà, après, oui, si vous voulez savoir qui est le clutch player de l'année, vous allez sur Google et vous le trouverez. Hein. Ouais, clutch player de l'année, je sais même plus qui c'est, ça m'avait surpris. Je crois que c'est Curry, mais. Ouais, donc Bref, voilà. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que cet épisode, avec un peu de recul, vous a plu. Moi, c'était un plaisir d'échanger avec toi, mon cher Chris. Et puis, de toute façon, on se retrouve très vite donc, pour suivre ces playoffs. Donc, mardi, tu retrouves ton petit homme vert. Mais normalement, avec Cédric, on va enchaîner. On fera certainement un focus sur les playoffs. Il y aura encore eu un week-end de deuxième tour là, de demi-finale de conférence, donc on va pouvoir en parler. Bon, on va laisser l'actualité un petit peu se faire et on reviendra dessus tranquillement en début de semaine prochaine. Exactement, et nous, avec Axel, on reviendra également vendredi prochain, prêt pour cette fin de deuxième tour. Et je fais une petite aparté juste pour terminer, pour ceux qui sont encore là après 1 heure et 1 minute d'émission. Si vous voulez vous intéresser à la WNBA, aussi le basket féminin qui va démarrer là le 14 mai, donc dans quelques jours, n'hésitez pas, on a fait un podcast avec Damien et Tom de l'équipe aussi, premier podcast WNBA, donc toujours pareil, c'est sur les plateformes N1, hein, donc pareil que là, mais vous descendez un petit peu et donc vous avez tout un podcast autour de la WNBA où on essaye de balayer un petit peu les enjeux de la saison à venir. On vulgarise également ce qu'est la WNBA pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y a aucun problème à ne pas connaître. Et on essaye aussi de parler évidemment du phénomène Caitlin Clark, mais pas que. On en parle, mais il y a aussi plein d'autres équipes. Donc, si vous voulez, si vous connaissez, allez-y, vous allez certainement peut-être apprendre des choses, ou en tout cas perfectionner peut-être quelques petites informations. Si vous voulez découvrir, parce que ça peut être la bonne année pour découvrir la WNBA, et ben on vous invite à aller écouter ce podcast-là, et les articles aussi qui sortent depuis quelques jours sur le site de The Free Agent. Donc voilà, ça vous offre encore plus de contenu sur le basket féminin qu'il faut suivre et qui est extrêmement intéressant. Exactement, et on espère que les Liberty vont être championnes, vont prendre leur revanche. Ah, t'es dans la team Tom, toi. T'es dans la team Tom, qui est New York aussi. Lui. Ah, ben oui, mais forcément, tu sais, moi, je suis un New Yorkais dans l'âme, hein, tu sais, voilà. Bon, voilà. Eh ben, écoute, merci pour tout, et puis donc, allez, go, écoutez la WNBA, et d'ici là, à très vite, et restez sur les antennes de The Free Agent. N'oubliez pas d'aller télécharger, de lire les articles. Allez, ciao à tous, bye.